Sur ce divan qu'il a suivi de Vienne à Londres, Freud a analysé de très nombreux patients. De ces analyses s'est peu à peu dégagée la théorie psychanalytique. Le divan est couvert de kilim, les premiers tapis en laine tissée qui ont vu le jour il y a près de 10 000 ans en Iran et au Proche-Orient. Ils couvraient les sols des tentes et des mosquées. On les utilisait aussi en couverture de lit ou pour décorer les murs. Chaque tribu et chaque village possédait son propre style, ses propres motifs, une forme d'écriture symbolique qu'on retrouvait également dans les céramiques. Le mot divan vient du turc diwan, salle de conseil, de réception. Ce lit à dossier existait déjà dans la Grèce antique. Permettant le discours couché, il était utilisé dans les symposiums ou banquets. En français, le mot divan autorise un intéressant jeu de mots. Le dit-vent, souffleur de paroles. Ce lit de repos avec coussin et couverture est un cocon dans lequel le patient est invité à l'abandon, à la rêverie, à la parole libre. Pour que ses propres réactions inconscientes ne perturbent pas le patient, le thérapeute doit s'asseoir sur un fauteuil situé derrière lui. Le choix du kilim, ainsi que tous les objets de son cabinet et de son bureau, ne sont pas anodins. Freud, en créant son propre environnement, a mis au point un dispositif technique d'écoute qu'il a perfectionné au fur et à mesure de sa pratique. Comment Freud est-il arrivé à élaborer cette installation ? Le jeune Freud a vécu et fait ses études de médecine à Vienne, une ville qui rayonne dans le monde. Cosmopolite, babel d'une dizaine de langues parlées, dont le yiddish, Vienne est devenue, la prospérité économique aidant, un centre culturel majeur en Europe. Les musiciens, Mahler, Schoenberg, Johann Strauss, les écrivains, Stefan Zweig, Rilke, y réalisent alors leurs plus grandes œuvres. La peinture connaît alors des remises en question radicales. Les peintres Klimt, Kokoschka, Schiele montrent un intérêt pour l'intime, les images troublent. Curieux et travailleur, Freud a réalisé des dessins d'étudiants en neurobiologie qui témoignent d'une grande minutie, comme dans ses représentations de racines nerveuses. En cherchant à soigner, ce qu'il a toujours fait, il publie ses premières études sur la cocaïne dont il expérimente les effets. Il s'intéresse à l'évolution, la généalogie, la phylogénèse, puis à l'étiologie des maladies appelées nerveuses. Il ne sait pas exactement ce qu'il cherche, mais il s'est souvenu que lorsqu'il était étudiant, en regardant les bustes des anciens professeurs dans les couloirs de l'université, il avait fantasmé qu'un jour, son propre buste figurerait là, accompagné d'un vers de Sophocle, Oedipe, qui sut résoudre les fameuses énigmes et fut un homme très puissant. 30 ans plus tard, Ernest Jones raconte que sans le savoir, leur petit groupe d'amis lui offrit pour son 50e anniversaire un médaillon sur lequel ce même vers était gravé, ce qui troubla Freud et le fit pâlir. Il obtient une bourse pour étudier à Paris, où Martin Charcot, célèbre neurologue, travaille sur l'hystérie et l'origine psychique des symptômes nerveux. À son retour à Vienne, à l'instar de Charcot, il utilise l'hypnose qui va le conduire progressivement à la talking cure. À l'écoute des hystériques, il apprend qu'il n'est plus besoin d'hypnotiser pour les faire parler, et aussi que leurs malaises sont le plus souvent liés à des troubles sexuels infantiles. À l'affût des associations mentales,
il se rend compte que lorsque le patient se remémore la situation originelle où le symptôme est apparu, le symptôme disparaît. Abandonnant la théorie de Charcot sur l'étiologie héréditaire ou constitutionnelle des névroses, il comprend que les symptômes recouvrent des traumatismes qui doivent être dévoilés afin d'aider le patient à reconstruire le passé et le mettre en relation avec le présent, de façon à rendre la vie plus supportable. Comme très souvent, les patients lui parlaient de leurs rêves, il comprend que les mécanismes de production du rêve sont homologues à ceux des symptômes. L'analyse des rêves allait constituer une méthode puissante d'élucidation des processus psychiques. Une voie royale vers l'inconscient. Il publie ses recherches dans un livre, L'interprétation des rêves, daté de 1900, qui allait avoir beaucoup de succès et appelé par l'éditeur le livre du siècle. Dans une lettre à son ami Fliss, il écrira « C'est la plus belle découverte que j'ai faite, la seule, probablement, qui me survivra. » Et dans la lettre suivante, « Penses-tu vraiment qu'il y aura un jour, sur la maison, une plaque de marbre sur laquelle on pourra lire « C'est dans cette maison que le 24 juillet 1895, le mystère du rêve fut révélé au docteur Sigmund Freud. » Le dispositif d'écoute mis au point, il élabore les 3 règles nécessaires au bon déroulement de la thérapie. L'association libre, la neutralité de l'analyste et l'interdiction de tout passage à l'acte. Dans le cabinet de Freud, le patient a au-dessus de lui une photo du temple d'Abou Simbel à Luxor. Sur le même mur, un moulage d'un bas-relief pompéien de la Gradive, une femme resplendissante en marche, et une petite reproduction de Oedipe interrogeant le sphinx d'Ingres. À ses pieds, un poêle en faïence, et devant lui, un meuble rempli de statuettes égyptiennes, étrusques et gréco-romaines sous une photo du sphinx de Gizeh. À sa droite, près de la fenêtre, une représentation de la séance de Charcot à la Salpêtrière. Les dizaines de statuettes, de tableaux, de photos dont Freud s'entourait sont offerts à la vue des patients qui ne manquent pas de les utiliser comme des objets médiateurs. Leur grande quantité donne une indication du temps important que Freud passait à les rechercher pour sa collection. Son intérêt grandissant, puis sa passion pour l'art et l'archéologie, il s'est rendu 25 fois en Italie, ont contribué à la découverte de la psychanalyse. Comme l'archéologie, la psychanalyse doit interpréter, remonter vers le passé pour revenir au présent, faire du visible un indice de l'invisible et travailler sur des fragments afin de reconstituer les origines d'une névrose. Après les séances qui se déroulent dans le cabinet, c'est sur son bureau chargé également de statuettes et d'objets antiques que s'élabore progressivement, de sa fine écriture penchée, une théorie qu'il ne cesse de remettre en question. Il travaille beaucoup, écrit jusque tard, la nuit, dans la brume fumeuse enivrante de ses cigares, assis sur son drôle de fauteuil à tête et bras, fabriqué expressément pour lui. À partir de cette époque, Freud n'est plus seulement dans le soin clinique, mais dans une recherche de la compréhension de l'âme humaine, dans la découverte d'un continent caché, source de pensées, d'émotions et de troubles qu'il nomme l'inconscient. Avec cette invention, une 3e blessure narcissique est infligée à l'homme. Depuis Copernic, il n'est pas le centre du monde. Avec Darwin, il est un cousin du singe. Et désormais, il n'est même pas maître de son esprit.
Freud aborde ce continent particulièrement difficile à explorer, tant il se refuse et se travestit. Pour voir clairement ces obscurités, le patient doit dépasser la fascination des images pour accéder à une parole pleine, celle qui reconnaît la place qu'il a occupée dans le désir parental afin de permettre une meilleure relation du sujet à l'autre. Dixit Jacques Lacan. La sculpture du Moïse de Michel-Ange a toujours fasciné Freud. Aucune œuvre n'a produit sur moi un effet plus intense. Il lui consacre son dernier livre, Moïse et le monothéisme, une réflexion sur sa judéité et sur la figure de Moïse à laquelle il s'identifie. Entre l'interprétation des rêves, son premier titre, et la figure courroucée de Moïse hésitant à donner au peuple les tables de la loi, Freud avait inventé une nouvelle approche du monde.